On enchaîne la soirée avec la présentation de Samantha Dorinet, candidate au doctorat en droit, avec sa présentation qui s'intitule « L'intelligence artificielle, des mythes à la réalité ». Donc, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Je vais donc vous parler de l'intelligence artificielle, des mythes à la réalité. Lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, il est courant que la plupart d'entre vous vont penser immédiatement à des œuvres de science-fiction, qu'il s'agisse de films ou de livres, puisque c'est tout à fait compréhensible. C'est par le biais de ces supports que donc, le concept d'IA s'est popularisé en premier auprès du grand public. Toutefois, alors que certains mettent en avant des scénarios où des robots malveillants se rebellent et cherchent donc à anéantir l'humanité, tels que dans Matrix où un programme informatique crée un monde virtuel pour emprisonner l'humanité utilisant les humains comme source d'énergie, d'autres, tels que Isaac Asimov, célèbre auteur de science-fiction, a lutté toute sa vie contre la peur qu'inspiraient les robots. Il trouvait que les histoires de robots et de monstres cybernétiques étaient ridicules. Pour lui, les robots n'étaient que des machines, certes sophistiquées, mais n'ayant pour objectif que d'effectuer les tâches pour lesquelles les ingénieurs les avaient conçues. C'est par ailleurs lui qui a donc été à l'origine de l'élaboration des premiers principes éthiques en matière d'intelligence artificielle, en formulant dans les années 40 ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique. Donc, tel que vous pouvez le voir, la loi numéro 1 prévoit qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Selon la loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et selon la loi numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que la protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc, juste pour savoir, levez la main si vous pensez que les scénarios que mettent en avant ces films sont réalisables et que l'IA est capable donc d'anéantir l'humanité. Donc, pour vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls, car certaines grandes figures scientifiques telles que Elon Musk ou Stephen Hawking pensent comme vous. Mais personnellement, je considère que les thèmes explorés dans ces œuvres de science-fiction sont essentiels. Ils nous invitent à réfléchir sur notre époque actuelle, mais il est important de ne pas les prendre comme des modèles absolus pour imaginer les capacités et les limites de l'IA. S'enfermer dans de telles pensées restrictives peut nous empêcher de saisir pleinement le potentiel réel de cette technologie, et cela peut parfois nous éloigner de la réalité. Par ailleurs, certains préfèrent même ne pas utiliser l'expression d'intelligence artificielle car ils considèrent que la qualification d'intelligent n'est pas adaptée à l'IA. Le système ne possédera jamais toutes les capacités que possède le cerveau humain. Luc Julia, qui est un célèbre ingénieur qui a notamment œuvré à la création de Siri, est un fervent défenseur de cette thèse. Il considère même que le terme d'intelligence augmentée serait plus approprié puisque cela indique que le système aide des êtres intelligents à avoir plus de capacités et à être meilleurs dans des domaines spécifiques. Pour continuer, je vais vous faire travailler un tout petit peu. Je vais vous proposer 3 possibilités de définition de l'IA et je vais vous demander de lever la main pour la proposition qui vous semble correcte lorsque je l'énonce. Donc, est-ce que selon vous, l'IA peut être définie comme la capacité des machines à penser de manière autonome ? D'accord. Est-ce que certains pensent plutôt que l'IA se définit comme la reproduction de comportements et de capacités intellectuelles humaines par des technologies informatiques ? D'accord. Ou est-ce que certains pensent que l'IA se définit plutôt comme un système informatique capable de stocker des données uniquement ? Donc, attention, c'était donc la réponse 2 qui était correcte, puisque les IA sont bien des technologies informatiques capables de reproduire des comportements et des capacités intellectuelles, généralement associées à l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage, la reconnaissance vocale et faciale. Pour arriver à de tels résultats, l'IA va donc appliquer des algorithmes complexes pour simuler ou reproduire les capacités de raisonnement et d'apprentissage humain. Cela va pouvoir aller de simples règles codifiées à des systèmes sophistiqués capables d'apprendre de l'expérience. Pour ceux qui avaient répondu 1, les derniers développements technologiques ne nous permettent pas d'en être rendus à cette étape. Vous comprendrez mieux pourquoi dans la suite de ma présentation. Et pour ceux qui avaient répondu 3, les systèmes d'IA ne se limitent pas au simple stockage de données. D'ailleurs, il n'existe non pas une, mais des IA, puisque les technologies des IA sont très nombreuses et se sont fortement enrichies ces dernières années. Il existe différents degrés d'IA. D'un côté, on va parler de l'IA faible ou étroite, et de l'autre côté, on va donc parler de l'IA forte ou générale. Donc, pour les IA faibles, ce sont des systèmes limités à l'exécution de tâches précises. Ils sont conçus pour exécuter des tâches spécifiques pour lesquelles elles ont été entraînées et programmées. De plus, elles ne possèdent donc pas de conscience, de compréhension, de volonté propre. C'est les IA
les IA que nous utilisons aujourd'hui, comme les assistants vocaux ou les systèmes de recommandation, sont donc des exemples d'IA faibles. Et de l'autre côté, on parle donc des IA fortes. Ce sont des systèmes capables de comprendre, apprendre et de fonctionner de manière indépendante à un niveau au moins égal de celui de l'intelligence humaine. Une IA forte aurait donc la capacité de raisonner, de penser, de faire preuve d'émotion, tout comme un humain. De manière simplifiée, on pourrait dire que l'IA faible exécute des tâches préprogrammées, alors que l'IA forte est capable de raisonner, d'apprendre et de prendre des décisions comme un humain. Par exemple, selon vous, C3PO, le célèbre droïde de protocole de l'univers de Star Wars, est-il une IA faible ou une IA forte? Oui, puisqu'il est capable donc de comprendre des langages et des dialectes par millions. Il va pouvoir interagir de manière sophistiquée avec les humains et les autres formes de vie, et aussi va pouvoir faire preuve d'émotion et de personnalité. Mais il est important de noter que les personnages comme C3PO restent du monde de la science-fiction et dépassent de loin les capacités actuelles de l'IA. Il paraît donc logique que les systèmes d'IA ne vont pas présenter le même niveau de risque selon les différents types. Il va donc varier selon le degré d'autonomie fonctionnelle de la technologie utilisée par l'IA. Plus l'IA a la capacité d'apprendre avec autonomie et d'effectuer des tâches sans intervention humaine, très simplement, plus l'IA va se rapprocher de l'IA forte, plus le risque va devenir élevé. Et si je vous demande de me nommer un élément sans lequel l'IA ne peut fonctionner, quel serait-il selon vous? Oui. Exactement, puisque les données sont donc le nerf de la guerre de l'intelligence artificielle. Sans elles, l'IA ne peut exister. Leur développement et entraînement reposent sur l'exploitation de ces données. Pour fonctionner efficacement, donc, certaines solutions d'IA ont besoin d'utiliser un grand volume de données numériques pour apprendre, généraliser et produire des résultats plus précis et utiles. Plus les données sont nombreuses, plus les IA ont donc l'opportunité d'analyser, de comprendre différents modèles, et plus les résultats obtenus vont donc être meilleurs. Par exemple, dans la reconnaissance d'images, un modèle d'IA ayant accès à une grande variété d'images va pouvoir développer une meilleure capacité à identifier différents objets et contextes. C'est pourquoi on va donc parler de collecte massive des données, du big data. Et la collecte massive des données est même rendue omniprésente aujourd'hui dans notre quotidien. Toutefois, quand la collecte et l'utilisation de données portent sur des renseignements personnels, celles-ci soulèvent des défis éthiques et juridiques importants concernant la vie privée, la sécurité des données et même le potentiel de biais discriminatoires présents dans les systèmes d'IA. Ces enjeux sont accentués par le caractère massif de la collecte et l'utilisation des renseignements personnels. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la collecte et l'utilisation des renseignements personnels n'échappent pas aux lois de protection sur ces derniers, qui vont donc rigoureusement encadrer la manière dont ceux-ci vont être collectés, tels que par les finalités, le volume, la durée de conservation, et également donner des droits aux individus sur leurs données, tels que le droit d'accès et de rectification. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'effet boîte noire? Puisque les systèmes d'IA sont en particulier ceux basés sur l'apprentissage profond, c'est-à-dire ceux capables d'apprendre avec autonomie sans intervention humaine, peuvent être considérés comme des boîtes noires. Prenons par exemple un système bâti sur l'apprentissage profond en vision par ordinateur. Il va pouvoir identifier des objets dans des images avec une précision stupéfiante, mais le processus qui l'a mené à cette conclusion reste enfoui dans les profondeurs de son code. C'est comme si nous assistions à un tour de magie sans comprendre comment le magicien l'a accompli. Cette opacité présente un défi majeur dans des domaines critiques comme la santé, les prêts bancaires ou le recrutement. Imaginez si votre destin dépendait d'une décision prise par une boîte noire. Vous aimeriez sûrement savoir comment cette décision a été prise. Savez-vous également que l'IA pose des défis environnementaux majeurs, puisque certaines IA sont également très gourmandes en énergie, ce qui va pouvoir aggraver l'impact environnemental. Par exemple, l'apprentissage profond requiert d'importantes quantités d'électricité, ce qui va augmenter les émissions de CO2, et des initiatives visent à rendre l'IA aujourd'hui plus respectueuse de l'environnement. Face à ces défis se pose depuis quelques années la question de l'encadrement de l'IA. Le développement croissant de l'IA dans divers domaines d'activité soulève donc des questions éthiques et sociales cruciales. L'IA offre des perspectives économiques et sociales prometteuses en améliorant par exemple l'efficacité, la performance, en réduisant les coûts pour les organisations, mais son intégration suscite des préoccupations concernant également l'emploi, la vie privée, la prise de décision, ou bien aussi la responsabilité en cas d'erreur. C'est pour ces différentes raisons que depuis quelques années, l'éthique de l'IA s'est beaucoup développée. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, cela a conduit à l'adoption de pléthore de textes. Je vous ai mis ceux que je considère comme les plus intéressants en la matière et les plus importants, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour autant, ces textes ne suffisent pas à l'heure actuelle à canaliser totalement les effets négatifs de l'IA. Ceci s'explique de différentes manières, mais notamment par le fait que les normes éthiques ne sont pas obligatoires pour les acteurs de l'IA.
Ces principes sont également nombreux et vont varier en fonction de l'organisation qui va les édicter. Face à cela, certains appellent à la constitution d'un droit pour mieux encadrer l'IA, pour le doter d'un encadrement donc contraignant, et ce qui va permettre d'avoir des conditions, des règles rigoureuses que les acteurs de l'IA devront respecter pour pouvoir développer ces technologies et pour que, in fine, elles puissent être utilisées. À l'échelle du Québec, il n'existe actuellement aucune loi particulière qui encadre spécifiquement le développement de l'IA. Pour autant, cela ne signifie pas que l'IA échappe au droit, puisque les lois générales continuent de s'appliquer dans le contexte de l'IA, bien que leur interprétation dans ce contexte ne soit pas encore soulevée devant les tribunaux. La question de l'adoption d'une loi dédiée à l'IA est actuellement débattue. Le Québec se trouve dans une phase de réflexion à ce sujet. Récemment, le Conseil d'innovation a lancé des consultations publiques sur la régulation de l'IA, ce qui marque donc le début d'un processus visant à établir un cadre réglementaire contraignant pour l'IA au Québec. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par ce sujet, ma directrice de thèse, Anne-Sophie Hulin, travaille actuellement sur un projet de boîte à questions qui traite plus en profondeur certaines des questions que je vous ai abordées ici. Et vous trouverez tout ça sur le site de l'Obvia. Le mois prochain, une nouvelle version sera d'ailleurs accessible en ligne. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès au projet ou que vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samantha. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Tantôt, j'ai vu quelqu'un avec une main levée. Là, c'est le temps, là. Pour faire un rapport avec le sujet précédent, est-ce qu'on sait si les IA échappent au biais cognitif? C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait, puisque nous, c'est nous qui les réglons, c'est nous qui les programmons, donc savoir si on sait déjà si elles échappent au biais cognitif que nous, on a quand on les construit, et comment on pourrait faire pour qu'elles échappent peut-être à ça, ou savoir si elles ne tombent pas dedans, en fait. À mon niveau, je ne suis pas spécialiste directement sur comment les IA sont formées, mais je pense que ça va surtout dépendre des données par lesquelles elles sont entraînées et de la qualité des données. Et en fonction de ces données-là, on va introduire ou pas des biais qui soient de toutes sortes ou même cognitifs. Donc ça va vraiment dépendre sur quoi les IA vont être entraînées. Ouais, c'est ça, parce que moi j'avais vu un article où il parlait du fait que certaines IA de conversation, je crois, étaient parties sur des thèmes racistes parce qu'elles étaient connectées beaucoup aux réseaux sociaux et qu'elles prenaient des... Et on voit bien qu'effectivement, ça peut dériver assez rapidement parce qu'elles prennent des avis qui sont très prépondérants, etc. Donc si on ne fait pas attention à ça, en fait, c'est que ça peut devenir des machines. Alors quand on se posait la question de savoir si elles peuvent devenir mauvaises, entre parenthèses, c'est peut-être là, je trouve, que ça peut devenir dangereux ou peut-être un petit peu... Mais c'est pour ça que l'accent doit être mis sur la qualité des données sur lesquelles elles sont entraînées et sur vraiment la valeur qu'on essaye d'inculquer au système. Et en soi, ce n'est pas les systèmes en eux-mêmes qui vont être dangereux, c'est comment les ingénieurs les entraînent et sur quoi ils se basent pour les entraîner, qui vont entraîner les conséquences. Ok, merci. Est-ce qu'on avait une autre question ou... En fait, moi, je fais de l'IA, donc du coup, je suis de l'autre côté. Et en plus, je suis dans le domaine médical. Donc, je suis dans tout ce qui est modélisation neurologique. Et certainement, comme tu l'as dit, donc l'IA vraiment nous aide énormément à améliorer les traitements, etc., les traitements de données, etc. Et donc, du coup, quand j'ai vu la présentation, ça m'a intéressée parce que là, c'est une personne qui est de l'autre côté. Donc, qui est un peu notre barrière parce que finalement, on ne peut pas utiliser cette IA, ces logiciels-là ou ces algorithmes-là pour le côté éthique des patients parce que voilà, donc il y a plusieurs risques. Et donc, du coup, je me demandais comment tu voyais au futur, par exemple, la convergence. Est-ce qu'il y aurait une potentielle convergence des normes de l'IA pour enfin une potentielle utilisation qui vraiment changerait donc, le domaine médical, surtout dans des maladies neurodégénératives où les avancées sont très mineures au niveau biologique et tout. Merci pour ta question. Et en plus de ça, je suis plus spécialisée sur l'IA en santé et c'est vraiment le sujet de ma thèse.
Et je pense que ça peut apporter énormément au domaine médical et que c'est vraiment la voie de la médecine du futur, puisqu'on passerait plus sur une médecine qui va être prédictive, alors qu'on est plus actuellement sur du curatif. Mais c'est vraiment de voir comment aussi, d'un côté en médecine, on va avoir les ingénieurs qui vont former les modèles, mais aussi comment les professionnels vont adapter l'IA et comment les patients vont les percevoir. Ouais. Et aussi en santé, ce qui est compliqué, c'est qu'on a le consentement, la formation du patient. Donc il faut vraiment que tout le monde soit éduqué sur ça, et il va y avoir un gros enjeu de littératie pour pouvoir rendre accessibles les IA dans le domaine médical. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle présentation.